voiture 100% électrique comme d'habitude sur la chaîne. Bienvenue à bord du Scénic E-Tech. Alors avant de commencer la vidéo, merci à Renault de m'avoir prêté ce véhicule pendant une semaine. Donc on va pouvoir le tester bien comme il faut sur du quotidien, des trajets quotidiens, etc. On va faire du long trajet, des tests de recharge et on va faire le tour du véhicule, à vous donner les points forts, les points faibles de cette voiture 100% électrique. Et aussi en fin de vidéo, mon ressenti, mon avis sur le véhicule. Alors le véhicule qui m'a été prêté n'est pas forcément celui que je devais avoir, donc je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas toutes les options que je vais pouvoir tester, notamment l'autopilote. Donc mon modèle est un modèle iconique, donc techno iconique, grande autonomie avec la batterie de 86 kWh. Donc on a quand même pas mal d'autonomie, donc de ce côté là pour les longs trajets ça va être cool à tester, c'est bien. On va pouvoir tester aussi la vitesse de recharge, mais voilà, donc je devais avoir normalement l'option quasiment celui full option avec le toit vitré occultant automatique, l'assistance à la conduite, on va dire l'autopilote, hein, l'équivalent de chez Tesla. Malheureusement j'aurais pas cette option à tester, donc vraiment je vais avoir du mal à le comparer à mon Tesla Model Y sur ce point notamment. Après pour le reste le comparatif sera comme d'habitude identique à ce que je fais sur les tests de voitures électriques. Donc forcément ici on est sur un Scénic qui est en termes de gabarit très comparable au modèle Y, même s'il a moins, on va dire, de volume de rangement, surtout au niveau du coffre, mais ça reste en gabarit de véhicule quelque chose de similaire. Donc comme je le disais ici, donc c'est le modèle iconique grande autonomie avec la batterie de 86 kWh. Le WLTP annoncé par Renault 16,8 kWh au 100. Donc on fera aussi, hein, je vous donnerai mes retours sur la semaine, à peu près combien j'ai pu consommer à la fois en ville, mixte et aussi sur l'autoroute. Donc là je suis actuellement sur le trajet du retour, donc je vais faire principalement de l'autoroute. Bon, il y a du monde aujourd'hui, il y a des travaux, donc je ne suis pas souvent à 130. Pour l'instant, j'ai pas pu faire plus de 110 km/h en termes de vitesse. Et j'ai déjà parcouru pas mal de kilomètres. On va regarder un petit peu. Donc là, j'ai déjà parcouru 50 km et je suis à une moyenne de 15,7 kWh au 100. Alors l'essai va se faire cet hiver, donc malheureusement, je vais avoir des consos d'hiver puisque au niveau température, on est à 7-8 degrés aujourd'hui. Alors ça va encore. On n'est pas dans des températures négatives, mais on est dans des températures qui ne sont pas idéales pour faire des essais de voitures électriques. Néanmoins, ça reflète la réalité en termes de consommation dans le temps actuel, donc un temps hivernal entre guillemets. Et ça donne une bonne idée pour ceux qui n'auraient pas fait le test du Scénic électrique à cette période. Donc ça, c'est cool. Donc au niveau de la charge, on sera sur du 150 kW. C'est pas mal, c'est pas la plus rapide. On va être sur quelque chose de similaire par rapport à un Tesla Model Y, même si le Model Y peut aller jusqu'à 170 kW sur les V3. Là, on sera bridé à 150. Mais je trouve que le 10-80% devrait se faire autour des 26-28 minutes. Ça reste correct, hein, c'est dans la moyenne, on va dire, des voitures électriques de cette catégorie. Alors, on n'est pas sur une plateforme 800 volts, donc clairement, on ne pourra pas atteindre des vitesses comme par exemple on a pu avoir sur le Xpeng G9. Vitesse maxi du véhicule 170 km/h et le 0 à 100 en 7,9 secondes. Donc c'est le modèle 220 chevaux, puisque quand vous prenez la version grande autonomie, vous avez directement le moteur le plus puissant qui est que de 220 chevaux. Mais clairement, ça se traîne pas, c'est assez réactif, même très souple à conduire. C'est vif mine de rien en termes d'accélération. C'est normal, on est sur une voiture électrique. Donc clairement, elle ne se traîne pas, mais je trouve que c'est suffisant pour ce genre de voiture.
iconique, hein, c'est comme ça qu'ils nomment leurs options chez Renault. On est à partir de 48 490 € à l'heure actuelle où je fais la vidéo, bonus déduit des 4000 €. Mais au mois de décembre, on sait que normalement le bonus baisse encore de 1000 €. Donc techniquement, maintenant, on est à l'heure actuelle où vous verrez certainement cette vidéo. Le bonus écologique n'est plus de 4000 € mais il sera plutôt autour des 3000 €. Alors sachez quand même que la finition techno iconique vous donne quand même pas mal d'options et qui coûte 5500 €. Donc clairement, si vous n'avez pas besoin de tout ça, de toutes les options supplémentaires qu'il y a dans cette finition, je vous laisserai aller voir sur le site de Renault. Il y a quand même beaucoup de choses en plus qui pour moi sont quand même indispensables sur un véhicule à ce tarif, puisque sinon vous allez avoir un véhicule un peu dépouillé. Et sinon, au niveau du tarif, on serait plus autour des 42 000 €. Donc bon, voilà, on est autour d'un modèle Y, hein, clairement, mais pas forcément avec toutes les options si vous ne prenez pas cette finition. Alors comme je n'ai pas l'autopilote, j'ai néanmoins ici dans ma finition le régulateur de vitesse adaptatif, un limiteur de vitesse également et un aide de maintien de voie, donc ça fait vibrer un petit peu le volant si vous rapprochez un petit peu des lignes à droite et à gauche. Alors c'est pas, voilà, on n'est pas sur une conduite de niveau 2 ou comme on aurait pu avoir sur l'option la plus élevée, mais voilà, on est sur quelque chose quand même qui est on va dire basique et qu'on retrouve quasiment sur tous les véhicules maintenant assez entre guillemets pas haut de gamme mais moyenne gamme. Alors, en termes d'options, c'est voilà, on va retrouver ça dans pas mal de véhicules. Donc on sera ici sur une traction, le moteur est à l'avant, moteur asynchrone à aimant permanent. Au niveau du volume du coffre, on sera à plus de 530 ou 550 litres. Alors comme je le disais, c'est pas le coffre le plus grand, c'est pas le plus grand de sa catégorie. Un modèle Y fera beaucoup mieux, hein, on est autour des 7 ou 800 litres. Pas de frunk à l'avant malheureusement, donc uniquement du rangement dans le coffre et dans un petit sous-coffre, vraiment petit mais qui est assez grand pour loger facilement son câble de recharge. Donc de ce côté-là, c'est une bonne chose. Mais voilà, pour y accéder, ça va être un peu contraignant puisque si vous chargez votre coffre au maximum pour partir en vacances, pensez à mettre votre câble de recharge par-dessus parce que sinon vous allez devoir vider votre coffre pour pouvoir y accéder. Et ça, l'avantage du frunk, c'est quand même pas mal. Au niveau de la planche de bord, donc on a deux écrans. On retrouve un écran derrière le volant avec l'indication de vitesse à gauche et tout ce qui est gestion de, on va dire, du régulateur de vitesse adaptatif. Hein, c'est la petite vitesse en vert. Vous avez votre vitesse en gros ici noir. Donc c'est légèrement personnalisable. On va dire sur la partie droite ici, vous allez avoir les consommations, le kilométrage parcouru, l'autonomie restante. Ou alors vous pouvez complètement enlever le menu et avoir au centre le GPS. Hein. Donc on est sur Google Automotive. Donc Google Automotive qui est très pratique pour moi, qui est au même niveau que Tesla, si ce n'est mieux. Puisque vous allez pouvoir mettre pas mal de filtres pour changer au niveau des bornes, charger ce que vous voulez. Vraiment un filtre qui est très très bien de ce côté-là. Donc l'écran qui est on va dire plutôt vertical ici, mais qui est très lisible. Donc ça fait vraiment deux parties distinctes quand on regarde. Les informations sont assez claires, on s'habitue très très vite. Je pensais être un petit peu perturbé par rapport à mon Tesla Model Y, mais en fait ça va encore puisque il m'a fallu à peine quelques minutes pour bien comprendre l'affichage ici devant moi et la partie menu et écran à droite. En dessous, on va retrouver des boutons physiques avec la climatisation, la ventilation, etc. On va retrouver juste en dessous un pad à induction pour recharger le téléphone avec des petits taquets au bord qui vont retenir votre téléphone. Et ça, c'est cool parce que quand vous faites des grosses accélérations, le téléphone pourrait glisser. Ça m'est déjà arrivé dans certains véhicules. Et là, je peux vous dire que ça, c'est une option qui n'est pas gadget. Ça, c'est cool. C'est très bien pensé. On va retrouver ici un tout petit vide-poche, comme vous pouvez le voir de ce côté-là. Et si j'ouvre ici la coudoir centrale, on va retrouver un grand vide-poche qui est assez profond. La coudoir centrale peut être coulissée comme ça, mais vous allez perdre du coup votre petit espace de rangement qui est là. Donc il est réglable, mais bon, pas sur une très très grande longueur non plus. Hein. Sur la partie de la branche de gauche du volant, on va retrouver tout ce qui est réglage du régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Le réglage aussi ici au milieu de la distance de la voiture que vous suivez. Et sur la droite, ça va être plus, on va dire, la partie multimédia. On va retrouver ici pour les appels vocaux, etc. Un bouton ici de réglage de favoris pour accéder rapidement à un menu de l'écran central. Et ici, vous allez pouvoir, avec ce bouton, personnaliser, comme je le disais, l'affichage ici. Donc là, si j'appuie dessus, vous voyez,
J'ai différents menus qui apparaissent. On peut avoir le compteur au centre en grand, avec une petite animation. Voilà, si on voit qu'on est en mode éco, mode power, etc. Et ici, on revient au menu que j'avais tout à l'heure avec la grande carte de Google Automotive. Et ici, sur la molette de droite, c'est pour justement changer le petit menu à droite de l'écran derrière le volant pour consulter ses consommations, kilométrage parcouru, etc. La molette de gauche, j'ai oublié de le préciser, mais ça va de soi. Vous voyez 7-, 7+, c'est pour le réglage justement du régulateur de vitesse. Et ici, le petit bouton Multisense, quand vous appuyez dessus, c'est pour changer les modes de conduite, donc sport, confort, personnalisé. Les commodos, alors ici c'est un peu le bazar, je trouve, il y en a beaucoup trop à mon goût. Ils ont remis un commodo ici à l'ancienne, franchement ça fait années 90-2000. Je comprends même pas que ça existe encore chez Renault, là il aurait fallu faire un effort pour le multimédia, et en plus les boutons sont pas très intuitifs pour le volume plus moins de la musique, changer les musiques, etc. Ouais, bof, j'aurais vraiment aimé qu'ils intègrent ça plutôt au niveau du volant, ça aurait été beaucoup plus pratique. Et pareil, ce commodo là tout en haut qui est assez disgracieux, je trouve, qui sort un peu, on voit que ça derrière le volant. Et ben en fait, c'est le commodo pour passer marche avant, marche arrière et mettre le frein de parking. Alors en soi, c'est très bien d'avoir mis ce petit commodo là, puisque du coup, vous n'avez plus rien ici au niveau du centre. Au niveau de la console centrale, ça libère un peu d'espace, ça c'est bien. Mais ils auraient dû faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, discret, moins volumineux, je sais pas. C'est assez bizarre comme positionnement, très haut comme ça et très grand. Sinon, au niveau espace à bord, eh ben, vous le voyez, hein, il y a énormément de place. Je vous le rappelle, je fais 1,79 m et mon siège n'est pas tout en bas, presque, hein, il l'est. J'ai dû remonter de à peu près 3 ou 4 positions. Et vous voyez, j'ai encore énormément de place au niveau de ma tête. J'ai vraiment l'impression d'être assis très très bas. D'ailleurs, on le sent au niveau de l'assise, au niveau des jambes. Mes genoux sont un petit peu plus remontés que d'habitude. Beaucoup plus que dans mon Tesla Model Y pour le coup, où on a l'impression d'être vraiment dans un SUV, alors qu'ici, écoutez, j'ai l'impression d'être vraiment très très bas. Les hauteurs de la fenêtre est quand même assez haute. Regardez la hauteur pour mon coude. Donc de ce côté-là, c'est pas un point très positif. Mais on n'a pas l'impression d'être dans un SUV niveau position de conduite. Donc on est assez à l'aise, je trouve. On a plus l'impression d'être dans une berline. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément les positions hautes, mais qui voudraient quand même avoir l'avantage d'un petit SUV, d'un SUV, parce qu'il n'est pas si petit que ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la conduite, je voudrais vous montrer quelque chose. Là, j'ai réglé le régulateur de vitesse adaptatif à 130 km/h. On n'est pas tout à fait à 130 puisque je suis un véhicule qui est actuellement à 116 km/h. Alors les flashs derrière lumineux, alors c'est normal, c'est parce que c'est la caméra enregistre à 60 images par seconde. À l'œil nu, c'est une image fixe, je vous rassure. Donc là, on a 100, voilà, 117. Je vais entamer un dépassement et la voiture commence déjà à accélérer alors que j'ai pas changé de voie. Et ça, c'est vraiment bien. Elle accélère assez franchement. On ne se traîne pas. Donc, au niveau des dépassements, vous ne gênerez pas les usagers qui sont derrière vous. Ça, c'est une bonne chose de ce côté. Et des bruits ambiants, là, vous voyez, je suis à 130 km/h. Je ne sais pas si ça entend dans le micro, mais je trouve qu'on entend beaucoup les bruits d'air, surtout au niveau des rétroviseurs. C'est vraiment dommage. Niveau isolation, j'ai connu quand même beaucoup mieux, notamment dans le Xpeng G9 ou même dans mon Tesla Model Y. Alors certes, ils ont des vitres, double vitrage à l'avant, donc ça aide énormément justement à cette isolation. Mais là, on entend vraiment que ça vient des rétroviseurs. C'est pas super agréable. Bon, après, attention, hein, c'est pas non plus extrêmement bruyant, hein. Je le rappelle, on est dans une voiture électrique, donc on entend, on va dire, que ça maintenant dans ce genre de voiture. Donc avec la musique, etc., ça passera largement. Mais voilà, c'est un petit peu plus bruyant que ce que j'ai déjà entendu. Alors toujours sur le dépassement, par contre, là, comme je le disais, c'est un bon point positif qu'elle commence à accélérer si vous êtes en dessous de la vitesse réglée au niveau du régulateur de vitesse. Au moment où vous enclenchez le clignotant, elle commence déjà légèrement à accélérer, donc ça c'est cool. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas tellement vrai. C'est-à-dire que si vous suivez une voiture devant vous qui va se rabattre à droite, qui va forcément moins vite que votre régulateur de vitesse, elle va vraiment attendre que la voiture soit complètement dans la voie, voire même un peu trop, je trouve, avant de commencer à réaccélérer. Donc ça, c'est un peu dommage par contre. Mais bon, je pense que ça doit être quasiment pareil sur tous les véhicules. La Tesla, par exemple, elle le fait également. On a une boîte à gants qui est, on va dire, plutôt pas mal, assez généreuse, je trouve. C'est pas la plus grande que j'ai déjà vue, mais elle est clairement pas petite. Donc ça, c'est bien. On va retrouver aussi des rangements dans les portes qui sont feutrés par de la moquette, comme ici, au niveau de la même couleur qu'ici, un gris,
un gris anthracite, on va dire. Donc ça c'est bien parce que tout ce qui va être rangement, etc., ça va pas se balader, faire du bruit. Quand vous mettrez des clés, un téléphone ou je ne sais quoi d'autre, ça évitera que ça claque à l'intérieur. Par contre, ça, la moquette ne remonte pas du côté du plastique. Donc ça, c'est un peu dommage. D'ailleurs, le plastique, on va en retrouver ici au-dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus mou. Bon, certes, on ne peut pas y mettre vraiment son coude puisque c'est très haut. Mais pour les grandes personnes, ça aurait été bien. Par contre, on va retrouver quand même ici une garniture légèrement matelassée sur le centre de la porte. On retrouve aussi une ambiance lumineuse qui est réglable dans la partie multimédia, hein, dans l'écran central. Et vous allez avoir retrouvé donc un liseré lumineux dans les portes, au niveau de la planche de bord côté passager et aussi à l'arrière dans les portes. Donc ça donne une petite touche sympa, je trouve. Il n'y en a pas de trop et c'est bien. Chose aussi très intéressante et très design, je trouve, c'est bien pensé. On a l'éclairage du logo, hein, du losange Renault qui se fait par l'intermédiaire des rétroviseurs quand vous ouvrez vos portes. C'est vraiment cool dans votre garage, etc. Si vous êtes dans le sombre, quand vous allez ouvrir votre porte, vous allez avoir un beau logo, un beau losange blanc apparaître sur le sol. C'est gadget, mais clairement, ça fait tout son charme. On retrouve aussi une signature lumineuse qui est vachement jolie, je trouve, à l'avant. Clairement, le Scénic électrique est bien mieux réussi de mon point de vue par rapport aux anciennes générations. Alors certes, elle s'inspire énormément de la Mégane électrique, hein, que j'avais aussi déjà essayé avec Romaric sur ma chaîne au tout début de ma chaîne YouTube. Donc d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous retrouverez le petit i en haut à droite de l'écran. Et clairement, on a des lignes très acérées, très pointues, etc. avec beaucoup d'angles. Je trouve que ça lui va très très bien. On est complètement à l'opposé de ce qu'on peut retrouver par exemple sur le modèle Y ou sur un Xpeng G6. Clairement, on est sur voilà, un design très acéré, on va dire. Et je trouve que ça lui réussit très très bien pour le coup. Donc de ce côté-là, bravo Renault. Franchement, au niveau du design, c'est quelque chose qui est très réussi à mon goût. Alors certes, c'est très subjectif, hein, puisque c'est mon avis. Certaines personnes ne seront pas du tout d'accord avec moi puisqu'elles préféreront quelque chose de plus lisse, voilà, de plus rond. Sur la planche de bord, on va retrouver une belle finition, je trouve, en tissu. Ça lui va très très bien. On a l'habitude toujours de voir du plastique ou une sorte d'imitation de cuir. Et bien là, ça ne sera pas le cas. Ça sera une sorte de tissu et je trouve que ça lui va très très bien aussi à ce design du véhicule. Alors ça changera peut-être en fonction des finitions, mais en tout cas dans l'iconique ici, c'est plutôt pas mal. Alors vous l'avez peut-être entendu, ici on a aussi des alertes sonores, donc alerte de survitesse, alerte de zone de vigilance, etc. Tout ça, c'est paramétrable dans les menus. On peut régler et désactiver tout ça. Bon, par contre, l'alerte de survitesse aura tendance à revenir régulièrement, mais vous pouvez sélectionner un mode personnalisé qui restera du coup désactivé. Alors ici, dans cette finition toujours iconique, hein, on retrouve des sièges de la même couleur que la planche de bord, donc des sièges gris avec une petite surpiqûre jaune. Alors pourquoi jaune? Je ne sais pas. C'est peut-être justement avec cette finition iconique. J'aurais préféré une surpiqûre en rappel avec la couleur de la voiture. Mais bon, forcément, quand on peut changer au moment de la configuration, ils ne vont pas vous faire à chaque fois des surpiqûres en rappel de la couleur de la voiture. Ça serait très compliqué, je pense. Mais ça aurait été sympa. Donc ici, on est sur une finition rouge. Alors c'est la couleur qui est avec la finition iconique de base. Mais forcément, vous pourrez changer. Alors moi, justement, en termes d'options, je n'ai pas non plus le rétroviseur caméra. Parce que normalement, dans la finition iconique Alpine, vous pouvez avoir la caméra à la place du rétroviseur, qui est très pratique. Parce que là, forcément, je vais voir les appuis-têtes, etc. Je n'aurai pas une belle vision, une vision propre, entre guillemets. Là, c'est très restreint, c'est très réduit. C'est un peu dommage. Donc clairement, on ne voit pas grand-chose dans ce rétroviseur. Il ne faudra pas trop compter dessus pour faire des manœuvres. Au niveau de la coudoir centrale, on va retrouver aussi deux ports USB type C. Donc ça, c'est pas mal pour recharger son téléphone, aussi bien pour le passager que le conducteur. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas prévu de passe-câble pour pouvoir passer ensuite ou ranger son téléphone dans la coudoir. Donc, il faudra poser certainement le téléphone ici au niveau soit du porte-gobelet, qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, là, j'ai mis ma gourde et ça marche très très bien. Vous avez d'autres rangements ici pour pouvoir positionner, par exemple, une clé, la clé notamment. Et aussi, tout en bas, vous allez pouvoir moduler votre rangement. Donc, vous avez un petit espace de rangement qui se change, qui s'intercale. Vous allez pouvoir le changer, ça c'est pas mal. Donc ça va vous permettre de faire étager les compartiments, faire différents espaces de rangement. Donc c'est ingénieux, c'est plutôt pas mal. En plus surtout que c'est assez grand et très profond. Par contre pour le conducteur y accéder,
en conduisant, c'est pas terrible. Donc clairement, il faudra compter sur votre passager pour ça. Je vous refais un petit point consommation. Donc là, on a parcouru 104 km. Je vais vous montrer. Donc je ne sais pas si ça se voit ici à la caméra. Donc 104 km parcourus. Et on va regarder la moyenne. Et pour l'instant, je suis à 20,2 kWh au 100. Sachant que là, ça fait un petit moment maintenant, je dirais bien une trentaine, une quarantaine de kilomètres que je roule à 130 sans trop de problèmes. Il n'y a pas trop de circulation, j'ai pas eu trop de ralentissement. C'est surtout en sortant de Paris que ça a été très compliqué, où comme je le disais, j'ai rarement pu dépasser le 110 km/h. Donc là, voilà, 20,2. Je trouve que pour l'instant, ça reste correct. Et c'est à peu près ce qu'on a pu voir dans les autres essais de ce Scénic électrique sur les autres chaînes YouTube. On est plutôt cohérent de ce côté. Là, il ne pleut plus, donc tout à l'heure il pleuvait, c'était pas terrible. Là, on est sur un temps plutôt clément, il n'y a pas trop de vent. Donc 20 kWh au 100, pour l'instant, moi ça me va. En sachant que je suis parti à 80% de batterie, elle n'était pas chargée à 100%. Normalement, je devais avoir, comme je disais, je ne devais pas avoir cette version. Malheureusement, elle était, voilà, quand je suis arrivé, elle était crevée en fait. Donc ils ont dû préparer un autre véhicule. Et elle n'était pas forcément chargée au maximum, mais en tout cas j'ai pu repartir à 80% de batterie de Paris, du parc Presse, et là je suis à 53%, voilà, 20,3 kWh au 100, et il m'annonce encore 237 km d'autonomie. Alors c'est bien parce qu'on a deux affichages bien distincts. À gauche on va retrouver l'autonomie en pourcent et à droite l'autonomie en kilomètres restants. Et l'option aussi que je n'ai pas, c'est le toit panoramique avec l'occultant électronique là, qui se teinte en blanc foncé pour, on va dire, rendre le verre totalement opaque et aussi pour pouvoir, on va dire, protéger un petit peu plus des rayons du soleil. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le tester. Bon, de toute façon, vu la période à laquelle j'essaie le véhicule et les températures qu'on a, je ne pense pas que ça aurait été très utile. Alors les aérations sont verticales, vous pouvez les orienter comme ça. Bon, c'est sympa, ça change un petit peu d'ordinaire. Alors le confort des sièges, honnêtement, on est pas mal, je trouve. C'est assez ferme, c'est pas non plus très dur, attention. Alors moi j'aime bien les sièges assez fermes, puisque pour faire des longs trajets, etc., quand on est sur des sièges trop mous où on se tasse, je trouve que c'est pas top. Je préfère quelque chose d'assez rigide, assez ferme, voilà. Au niveau des réglages par contre du siège dans cette finition, tout est en manuel. Là c'est vraiment dommage, à ce tarif là j'aurais aimé avoir au moins des sièges électriques, ne serait-ce que le réglage du dossier et de l'avance, peut-être pas forcément sur la hauteur ou des lombaires, mais là clairement tout est en manuel. Donc aussi bien le réglage je dirais de la hauteur, avancer, reculer, et aussi l'inclinaison du dossier. Donc même chose forcément pour le passager. Alors je viens de découvrir un truc très intéressant ici sur la gauche du volant. Donc il y a deux petits boutons. Donc on va retrouver un bouton pour ouvrir le coffre, et le bouton de gauche, en fait, c'est un bouton qui s'appelle Safety Mode, je crois. Alors si j'appuie dessus, alors c'est My Safety All On. Donc c'est les réglages des aides à la conduite, des avertissements, surveillance du conducteur, alerte de survitesse, alerte de changement de voie, etc. Et bien en fait, si vous pouvez basculer entre le mode All et le mode Perso, et en fait quand vous réglez le mode Perso au niveau des réglages de la tablette centrale, et bien vous allez pouvoir par exemple dans votre perso dire de ne pas avoir l'alerte de survitesse. Et donc à chaque fois que vous allez monter dans votre voiture, hop, vous appuyez un petit coup sur ce bouton là, une deuxième fois pour confirmer, et puis vous basculez soit en full, soit avec votre mode perso. Et ça je trouve que c'est une très bonne idée, comme ça vous avez un accès rapide pour désactiver toutes ces bips là qui sont vite agaçants à la longue, surtout quand on est par exemple dans la région parisienne où on est souvent soit en dehors, soit en dessous des vitesses constater, la voiture ne voit pas forcément toujours les panneaux de 30 ou 40 ou 50 km/h, ce qui fait que des fois elle détecte une survitesse alors que ça ne l'est pas forcément le cas. Elle n'a pas forcément vu le panneau de 50 km/h, donc elle croit que c'est encore 30. Bref, vous m'avez compris, ces bips de survitesse, c'est vraiment vite agaçant à la longue. Donc là, pour le coup, ce petit bouton accès rapide, c'est vraiment un point positif. À l'arrière, on a vraiment un bel espace pour les passagers, donc clairement ils sont gâtés, je trouve. Alors certes, pour deux adultes ça sera parfait, pour trois ça va être un petit peu plus serré pour la personne qui sera au milieu, mais l'espace à bord au niveau des jambes, l'espace aux jambes avec le siège passager ou le siège conducteur, moi qui roule quand même avec le siège assez reculé, j'ai encore pas mal d'espace aux jambes au niveau des genoux.
Donc clairement, une personne qui fera entre 1m80 et 90, elle sera à son aise, il n'y a pas de problème. Pareil, la garde au toit avec la tête, hein, eh ben, il y a pas mal d'espace aussi. Donc pas de problème de ce côté. C'est vraiment cool parce que pour les passagers, c'est vrai que souvent à l'arrière, c'est toujours un peu compliqué. Mais ici, ils ont vraiment fait un effort au niveau de l'habitabilité, aussi bien pour l'avant que pour l'arrière. On a aussi un accoudoir central qui est vraiment génial puisqu'on va retrouver tout un système avec positionnement des gobelets mais aussi des smartphones. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir positionner son smartphone, le recharger avec les ports USB tout en passant le câble. Ils ont pensé aussi avec un chemin de câble. Alors c'est pour ça que je disais que c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait à l'avant, ils l'ont fait qu'à l'arrière. Mais du coup vous allez pouvoir positionner, régler votre téléphone un petit peu comme vous voulez, tranquillement, tout en voilà, le rechargeant. Franchement, c'est génial hein, pour les jeunes de maintenant qui sont toujours sur leur smartphone, toujours l'avoir en main. Bah là, ils pourront le positionner tranquillement et se poser, regarder leurs petites vidéos. C'est cool. Au niveau des jantes, je crois que sur cette finition là de base, vous avez des jantes 20 pouces avec des sortes d'aéro wheel hein, qui sont intégrées à la jante pour pouvoir avoir une meilleure aéro évidemment. Mais ici, je crois que c'est une option avec une jante plus petite, bizarrement en alu, jante 19 pouces. Pour moi, c'est largement suffisant sur ce genre de gabarit de véhicule, parce que après, plus c'est gros, moins on a de flanc et plus c'est raide au niveau de l'amortissement. Là, clairement, avec les sièges déjà un petit peu raides, 19 pouces, c'est vraiment le bon compromis pour avoir quelque chose d'assez confortable. Alors bien, je n'ai pas le fameux autopilote hein, ou l'équivalent d'un autopilote. Le régulateur de vitesse a tendance à faire des petits freinages fantômes. Alors ça va, ils sont pas violents, mais par exemple, quand vous doublez beaucoup de poids lourds, si vous avez des poids lourds qui ont tendance à se rapprocher un petit peu de la ligne discontinue, et ben, la voiture a tendance à mettre des petits ralentissements. C'est pas des coups de frein, c'est des ralentissements. C'est pas vraiment des freinages fantômes du coup. Mais bon, on se demande pourquoi la voiture ralentit alors que nous, on pense que, on va dire, même on juge que l'espace entre nos deux véhicules est largement suffisant pour passer. Bon, elle a tendance à faire voilà, des petits ralentissements. Au niveau du maintien de voie, bon, c'est le maintien de voie ping-pong, hein, il n'y a pas de vrai maintien de voie. Donc, c'est-à-dire que si je me rapproche de la voie sans mettre mon clignotant, la voiture va remettre un petit coup de volant pour me redresser, me remettre dans la voie au centre. Et pareil, si je le fais à droite, voilà, elle va corriger d'elle-même. Et si vous forcez un peu, il y aura des vibrations dans le volant. Toujours pareil, vous pourrez régler dans les paramètres pour que ça soit plus ou moins tôt, plus ou moins tardif. Et avec des vibrations dans le volant qui sont plus ou moins élevées. Alors ça y est, je suis arrivé, on va faire un petit point conso. Alors, consommation globale 21,7 kWh au 100, sachant que j'ai parcouru 216 km, dont plus de 150 km d'autoroute et une centaine à 130 km/h tout le long quasiment sur la fin. Donc là, on a vraiment la consommation réelle du véhicule, donc 21,7 kWh au 100 sur autoroute, par temps à peu près correct et 9 degrés. Et il me reste 23% de batterie, sachant que je suis parti à 80%. Donc si j'étais parti à 100%, j'aurais encore 43% de batterie. Là, il m'annonce 98 km d'autonomie restante. Donc ça ferait encore au moins 150 km d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à une consommation un peu plus importante par rapport à la forme du véhicule. Mais honnêtement, je trouve que c'est correct. Certes, c'est pas la meilleure. C'est pas ce qu'on a déjà testé de mieux, c'est sûr. Le modèle Y reste pour moi une référence par rapport aux autres concurrents hein, au niveau consommation sur autoroute, mixte, etc. par rapport au gabarit du véhicule. Mais là, 21,7, je trouve qu'au niveau du CX, Renault a fait plutôt du bon travail. Je crois qu'on est à 0,30 si je ne dis pas de bêtises sur le CX. Donc c'est pas pareil, hein, comme je disais, c'est pas le meilleur. Mais pour 0,30, 21,7, c'est pas mal. On verra après au quotidien ce que ça donne sur du mixte. Mais je pense qu'on va tourner autour des 16 kWh. Alors l'autonomie annoncée de ce Scenic E-Tech Grande Autonomie est d'environ 600 km annoncée par Renault. Mais c'est dynamique ici au niveau de l'affichage. Vous voyez qu'ici j'ai rechargé jusqu'à 80% et il estime que si j'avais rechargé jusqu'à 100%, j'aurais 501 km d'autonomie parce qu'il se base sur ma consommation, on va dire moyenne, actuelle en dynamique. Et quand j'étais sur l'autoroute, hein, en revenant de Paris, il m'annonçait plus autour des 300-350 km si j'avais été à 100%. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal d'avoir un affichage dynamique de ce côté. Bon, je vous montre la caméra de recul, regardez, c'est vraiment pas fameux. La qualité est
vraiment pas belle du tout. Je sais même pas comment ça va rendre à la caméra, mais en tout cas, moi je peux vous dire que c'est pixelisé. On voit vraiment pas grand chose. Regardez, on n'arrive même pas à lire la plaque d'immatriculation. Tout est flou. Je comprends pas. Est-ce que j'ai un défaut sur la caméra ou est-ce qu'elles sont vraiment comme ça? Si c'est le cas, c'est assez décevant. Quand je tourne le volant, vous voyez, regardez, on dirait que la caméra pivote également légèrement de droite à gauche. Alors c'est très léger, hein. Donc je pense plus que c'est un crop dans l'image et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Alors le planificateur Google Automotive, il est vraiment pas mal du tout, hein. Il y a pas mal de personnalisation possible. Vous allez voir, on va faire un petit test. Alors on va faire comme si on allait à Nice. Donc comme ça c'est vraiment une très longue destination et on va voir un petit peu ce qui nous affiche. Donc là en théorie il faudrait mettre 14h30 pour pouvoir descendre de Lille à Nice et il nous préconise 5 arrêts recharge. Alors la première chose que j'ai constaté qui était vraiment pas mal ici, c'est le pourcentage après la recharge. Donc ça veut dire que, alors je ne sais pas si c'est hyper bien traduit, mais pour moi c'est plus le niveau de batterie que l'on souhaite à l'arrivée. Donc ici c'est bien écrit par contre quand on clique dessus. Définissez le niveau de la batterie de votre choix à l'arrivée. Donc par exemple vous pouvez faire plus 10, moins 10, c'est vraiment pas mal de ce côté. Donc là on va mettre par exemple 12%, c'est très bien. Et on va faire OK, il va refaire son calcul et faire en sorte qu'on arrive à chaque fois à peu près avec 12% à l'arrivée de chaque station de recharge. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, il y a un petit message qui vient d'apparaître où c'est écrit « Aucun itinéraire trouvé pour vos préférences de batterie ». C'est logique parce que le premier arrêt recharge, là, je ne pars pas à 100%. Bon, s'il ne trouve pas une borne pour moi arriver pile à 13%, ou à 12% ou à 10% en fonction de ce que vous avez réglé, évidemment, ça ne sera pas possible pour au moins, on va dire, la première charge. Mais il fera toujours en sorte d'arriver à peu près avec ce que vous avez demandé. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, vous voyez avec ce que je viens de définir, on n'est plus qu'à 4 recharges. Et on peut les visualiser. Donc ici, j'appuie sur 4 arrêts recharge. On voit par exemple que ma première recharge sera sur une borne de recharge. Alors IO, ça doit être Ionity. Si j'appuie dessus, je vais avoir le détail. Voilà, exactement. Donc là, c'est sur un Novotel. On voit aussi si elles sont occupées ou disponibles. Ça, c'est pas mal avec le nombre de connecteurs disponibles. Et dans cette petite zone, on peut voir aussi qu'il y a 9 autres charges possibles avec le numéro de téléphone. Enfin bref, c'est vraiment bien détaillé de ce côté. Au niveau du planificateur, là, Google, ils ont vraiment fait quelque chose d'excellent pour moi, mais qui est, à mon avis, même un niveau au-dessus de ce que fait, par exemple, le planificateur Tesla, clairement. Donc ça, c'est pas mal. Et après, j'ai découvert aussi autre chose qui est très intéressant, c'est les petits logos en haut, là. Donc là, on a la sorte de petite carte bleue. Alors en fait, c'est pas pour les modes de paiement, c'est pour choisir son type de borne de recharge que l'on souhaite. Donc j'appuie sur le petit icône de réglage. Donc là, paiement aucun, en fait, c'est pas paiement, hein, c'est les bornes. Et puis voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez en type de borne. Alors il y en a énormément. Alors ici, il manque un tout petit truc, une petite critique que je pourrais donner, c'est un petit onglet recherche. Comme ça, on pourrait taper directement Tesla superchargeur, Ionity, Electra, etc., etc. Donc là, pour le test, on va mettre par exemple que des bornes Ionity. Et on va voir, à la limite, peut-être même autre chose, pour voir s'il arrive à mixer un peu les deux. Le Fastnet qui est très bien. En général, sur les autoroutes, c'est pas mal. Et Electra, si on les trouve. Où est-ce qu'ils sont, Electra? Vous voyez, ici, je ne le trouve pas dans la liste. C'est quand même assez étonnant. Alors, on va descendre, voir, ça s'appelle peut-être différemment. Les bornes, c'est plus à la limite, ouais, les paiements quand même. Donc, c'est peut-être bien traduit finalement. C'est peut-être pas les bornes. Donc, je pensais qu'on pouvait choisir ses propres bornes, mais c'est plus ces types de paiements. Donc là, j'ai mis Fastnet et Ionity et il va recalculer normalement. Ouais, vous voyez, donc c'est peut-être pas forcément optimisé parce que là, il me préconise 6 arrêts même. Et Nice, on arrive avec 23%. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de très 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 intéressant au niveau des réglages. Il y a pas mal de choses. Au niveau des filtres, c'est vraiment pas mal. Bon, là j'ai enlevé les filtres pour voir un petit peu ce que ça donne. S'il me trouve des bornes un peu exotiques ou quoi que ce soit, vous voyez là, ici, Electra station de recharge. Donc elle a bien été trouvée. Donc le filtre est bien pour les modes de paiement, voilà, comme c'est préconisé au final, hein, enfin comme c'est indiqué, pardon. Mais on n'a pas. Alors quand on revient en arrière et qu'on avance, ça change un peu parfois. C'est pas toujours. Ça propose pas toujours les mêmes arrêts. Alors là c'est normal parce que j'avais. Voilà, je vais changer, je vais remettre OK 10%.
Voilà, donc toujours 4 arrêts recharge. Donc un Ionity. Ici, ça c'est quoi cette recharge? C'est Total Energy. Ok, avec des 300 kW, c'est pas mal. Le troisième arrêt, c'est Electra. Pas mal aussi. Donc là, on peut voir par exemple que cette borne ici, type 2, n'est pas disponible. Elle doit être occupée. Là, on en a 3 sur 4 de libre en 150 kW. Bon, après, la voiture ne peut pas prendre plus que 150, donc c'est pas mal. Et la dernière qui est, pour finir, une Ionity. Alors je suis toujours avec le Scénic et là on va aller faire un petit test de charge. J'ai bien roulé, on est à 25 ou 26% de batterie. On va essayer de faire une remontée jusqu'à 80%. Et pour ça je suis chez Electra. Donc Electra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bornes de recharge plutôt rapides. Il y en a partout en France. Et en plus vous pouvez réserver votre place. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, je vous mettrai le petit i en haut à droite. Et si vous voulez tester le réseau de supercharge Electra, n'hésitez pas à les regarder en description. Il y a un petit code promo pour ceux qui n'ont jamais testé. Vous aurez droit à 50% de réduction sur votre première charge. Donc pourquoi pas tester. Allez, c'est parti, nous on va se brancher. Alors je ne sais pas si on va le voir avec la lumière, mais il y a des panneaux ici, vous voyez c'est écrit réservé et à droite libre. Donc réservé parce que j'ai pu le faire depuis mon application Electra. Et là au niveau du tarif, on est à 49 centimes du kilowatt. Donc là, je sors mon téléphone et je vais dire que je suis arrivé. Donc là, je suis arrivé. Donc je vais flasher le QR code. Voilà. Je choisis mon moyen de paiement. Donc moi, j'utilise Apple Pay. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décrocher, je pense, le pistolet. On va attendre de voir. Voilà, commencer la recharge. Donc là, j'ai fait commencer. Donc là, ça clignote. Donc j'ai plus qu'à brancher. C'est sur l'avant droit pour le Scénic. Hop, c'est parti. On va chronométrer, on va regarder l'heure qu'il est. Donc top, c'est parti. Il est... Alors, si j'avais bien faire la mise au point, 21h25. On va chronométrer ça. Alors 25% de batterie et on est à... Alors ça monte tout doucement au niveau de la puissance. Alors normalement la batterie devrait être bien chaude, on vient de prendre l'autoroute, on a roulé à 130 tout le long. On prend 136, 140, donc normalement c'est 150 kW maximum sur ce Scénic E-Tech. Et là on est à 25% de batterie, on monte à 144, c'est plutôt pas mal. Donc on est proche de la puissance maximale. Et donc là on peut voir que jusqu'à 80% il estime 32 minutes. Donc c'est pas génial. Hein. A few moments later. Alors petit point, on est à 61%, on est descendu à 91-90 kW de puissance. On va regarder un petit peu la courbe de charge, ce que ça donne. Donc ça fait bientôt 20 minutes. Alors, par contre c'est dommage, c'est que ça reste pas longtemps affiché. Donc ça y est, ça fait 20 minutes. 20 minutes, on est remonté de 25 à 62%. Bon ça y est, on est à 79% de batterie. 63 kW de puissance, évidemment ça a bien baissé, donc ça fait 30 minutes. Donc à mon avis on va mettre 32 minutes exactement comme c'était affiché. 80%, voilà, donc en 31 minutes. Donc voici un peu la courbe de charge, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, sinon je vous l'incrusterai en photo, je vais le prendre en photo. Donc on a commencé à 147 kW et on a fini avec 63 kW de puissance. On a fait un 25-80% en 31 minutes et 30 secondes. Donc un tout petit peu moins même d'ailleurs parce que j'ai coupé un petit peu après. Ouais, c'est pas exceptionnel, hein. Donc ça veut dire que si on était arrivé à 20%, on aurait fait un 20-80, on aurait plus mis 35, un bon 35-36 minutes, voire peut-être même un petit peu plus. Après, je le répète, c'est une grosse batterie, 87 kW. Là, on a mis 50 kWh dans la batterie, 87 kWh, pardon. Là, on a mis 50 kWh pour recharger 25-80. C'est quand même beaucoup. Donc au niveau de l'info divertissement, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc on a en haut ici différents menus. Alors je vais le remettre au passage ici. Voilà, donc on a ici la petite maison qui est, on va dire, l'écran principal avec le GPS de Google.
légèrement en 3D. Je le trouve assez design d'ailleurs, un peu mieux que ce qu'on peut voir sur les téléphones d'ailleurs. Par contre, j'aurais peut-être aimé avoir une vue satellite, je ne sais pas si c'est possible. Donc c'est peut-être pas le cas puisque ici j'ai pas mis mon compte Google, peut-être que ça l'est si on le met. Ensuite en haut, toujours dans la partie haute, on va retrouver la partie multimédia et vous avez Android Auto et Apple CarPlay sans fil, donc ça c'est vraiment bien. L'audio Bluetooth, les actualités Google, radio et les ports USB. Les ports USB, on les retrouve ici. Donc on a 2 ports USB type C. Donc vous allez pouvoir brancher vos téléphones pour les recharger, mais aussi je crois pour pouvoir récupérer de la musique. Donc au milieu, on a justement Android Auto ou Apple CarPlay. Donc là, j'ai mis par exemple mon iPhone avec Apple CarPlay, donc ça marche plutôt bien. C'est très fluide, toujours pareil, sans fil, ça c'est cool. Les applications, donc vous allez pouvoir mettre des applications si vous allez sur le store, installer des applications comme YouTube, etc. Vous allez pouvoir regarder des vidéos directement sur la tablette à l'arrêt. Ça c'est vraiment pas mal. Alors là, je ne peux pas faire le test malheureusement parce que j'ai pas l'application et j'ai pas mon compte, je ne peux pas mettre mon compte Google vu que c'est un véhicule de prêt. Et on peut voir qu'il y aura d'autres applications, hein. Je pense même qu'il y a voilà, on voit qu'il y a Prime Video, certainement peut-être aussi Disney+, peut-être Tidal, etc. Et ensuite la voiture, ici en haut à droite, complètement à droite, on va retrouver les différents modes de réglage de la voiture. Donc au niveau électrique, on l'a vu tout à l'heure, on peut régler la batterie, la puissance de charge maxi, enfin la capacité de charge maxi, donc si on veut aller de 100% ou minimum c'est 55%. On peut faire des programmations heure creuse, heure pleine. Là, l'énergie, c'est un visuel qui vous permet de voir quand vous roulez, si vous rechargez ou si vous déchargez. Et réglage, ici, c'est l'avertisseur de sonore piéton, puisque chez Renault, depuis la Mégane E-Tech, on a un léger son quand on roule à basse vitesse pour les piétons. Donc il y a 2-3 modes de réglage. Donc on a un son qui a été designé par Jean-Michel Jarre, un son un peu plus neutre et un son qui est plus expressif. D'ailleurs un peu trop à mon goût parce que je trouve que quand j'étais dans les bouchons à Paris, j'entendais que ça et au bout d'un moment c'était assez embêtant je trouve. Donc ça c'était pour la partie électricité. Vous avez aussi qualité de l'air, vous pouvez activer un système de purificateur d'air, donc ça c'est pas mal. My Driving, donc My Driving, c'est par exemple aujourd'hui on voit que j'ai fait 221 km, 65,8 kWh de moyenne. On voit un peu mon éco-score, etc. Bon voilà, c'est pas... Et la moyenne aussi tout en bas. C'est un peu gadget je trouve, mais ça peut donner une tendance de sa conduite. Ensuite, les aides à la conduite, bah là c'est là où on va pouvoir activer ou désactiver différentes aides. Donc le mode All-On qui est activé à chaque fois que vous montez dans la voiture. Il faudra rebasculer sur perso pour pouvoir après modifier et désactiver certaines alertes comme les alertes de son de changement de limitation de vitesse, les alertes sonores de survitesse. Donc pour accéder rapidement à votre version safety perso, il faudra activer le petit bouton qui est là. Donc dès que vous montez dans la voiture, vous appuyez un coup là et hop, une deuxième fois pour valider et vous passez sur le safety perso. Et puis vous pouvez désactiver l'anti-patinage, le freinage actif, etc. Alors pas de one pedal hein, sur ce Scenic E-Tech, c'est un peu dommage. On a quand même le auto hold, ce qui fait que quand on arrive à un stop, quand on est vraiment à très basse vitesse, la voiture ne s'arrêtera pas d'elle-même, donc il faut freiner. Et une fois que vous êtes complètement à l'arrêt, le frein est maintenu et vous réaccélérez un tout petit peu pour pouvoir redéverrouiller les freins. Heureusement qu'on a ça parce que sinon je trouve que c'est assez dérangeant de toujours devoir garder le pied sur le frein quand on suit des voitures. C'est pas, je trouve, hyper agréable quand on a goûté one pedal. Franchement, c'est dur de revenir en arrière. Et ensuite au niveau confort, bah, vous pouvez régler la distance de suivi mais aussi directement sur le volant, hein, ça je l'avais déjà dit, pour pouvoir gérer la distance avec les voitures devant vous en cas de freinage d'urgence, etc. Et le mode parking, c'est si vous voulez avoir les sons latérales, avant, arrière, sur les côtés, etc. Ensuite ici, véhicule, eh bien, vous aurez différentes choses aussi de réglage au niveau de la voiture. Donc si vous voulez faire le déverrouillage sans clé, donc ça c'est pas mal. La voiture se verrouille et se déverrouille à distance, donc en fonction de votre distance avec le véhicule, si vous avez la carte sur vous, hein, évidemment. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte qui est vraiment bof. Je pense qu'elle aurait pu être un peu plus travaillée. Moi, je la trouve pas exceptionnelle. Je vous montre un petit peu, vous voyez, elle ressemble à ça. Assez basique. Bon, je m'attendais à mieux. Vous avez un mode silencieux. Ensuite, toujours dans véhicule, vous avez ici accès accueil. Donc, si vous voulez des animations d'éclairage extérieur, donc ça c'est ce que je disais en début de vidéo, on a des éclairages au sol avec les losanges et aussi des animations dans les feux. Et je trouve que c'est voilà, ça c'est plutôt sympa, ça lui donne un petit quelque chose à cette voiture. Le son d'accueil à l'ouverture des portes, donc ça c'est quand vous ouvrez vos portes, vous rentrez dans le véhicule, vous avez un petit son d'ambiance qui se met. Déploiement automatique des rétroviseurs quand vous ouvrez ou vous verrouillez la voiture, ça c'est cool. Et l'éclairage du plafonnier également automatique.
Bref, je vous passe un petit peu tous les détails, mais après voilà, vous avez aussi l'éclairage ambiant qui est réglable. Donc là on voit qu'ici j'ai réglé sur un bandeau rouge. On peut choisir aussi différentes couleurs. Et ici après vous avez le mode réglage avec tout ce qui est son, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Elle peut faire des mises à jour, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, donc après une semaine à bord de ce Scénic E-Tech. Donc on va passer au point positif et au point négatif de ce véhicule et je vais vous donner mon avis. Alors pour information, j'ai parcouru quasiment 900 km. Je suis en train de parcourir les derniers ici pour pouvoir rendre le véhicule. Donc je vais commencer par les points positifs du véhicule. L'aspect esthétique, franchement, du Scénic est vraiment très réussi. Je trouve que Renault, ils ont vraiment bien travaillé le design du véhicule. Surtout la face avant, j'adore. Avec des lignes très anguleuses, très acérées. Franchement, ça lui réussit très très bien. Les optiques, etc. Le design, franchement, c'est très réussi. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Après, en fonction des personnes, ça sera plus ou moins un point positif ou un point négatif dans le sens où, bah, voilà, c'est très subjectif. Hein. Les gens vont aimer ou pas en fonction de leur goût, de leurs envies. Il y a des gens qui vont préférer plus ce genre de véhicule plutôt qu'un modèle Y et d'autres l'inverse. Je prends la comparaison du modèle Y volontairement puisque c'est le véhicule que j'ai et c'est pour moi le concurrent direct américain entre guillemets face à ce Scénic. Deuxième point positif, c'est son espace à bord, hein, son habitabilité qui est vraiment exceptionnelle je trouve, surtout au niveau des passagers à l'arrière. Il y a vraiment de la place aussi bien pour des enfants, adultes. Et donc du coup, ça lui donne vraiment un bon point positif de ce côté. Donc elle est vraiment pensée comme voiture familiale. Le seul petit bémol, c'est le coffre qui n'est pas immense. Hein. On n'est pas dans le meilleur de la catégorie de ce type de véhicule. C'est ce qui est un peu, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais c'est au profit justement d'une bonne habitabilité des passagers arrière. Troisième point positif, c'est évidemment son planificateur qui est vraiment génial. Le Google Automotive, on n'a rien à lui reprocher quasiment. À la limite, il manque une petite fonction et encore je pinaille hein, sur la recherche des bornes puisque comme on peut filtrer par mode de paiement, on va dire par marque entre guillemets mode de paiement par rapport aux distributeurs de bornes, hein, Freshmile, ChargeMap, etc. Moi, j'aurais préféré plus le choix de marque des bornes, genre Total Energy, Electra, Fastned, etc. Bon, de toute façon, on retrouve la plupart de ces bornes, même si c'est catégorisé dans le mode de paiement, on va les retrouver. Et par exemple, Electra n'en fait pas partie parce qu'ils n'ont pas vraiment de mode de paiement propre à leur marque. Et bah, du coup, c'est plus difficile de le trouver dans le planificateur. Bon, voilà, je pinaille, mais clairement, c'est pas très grave en soi. Quatrième point positif, c'est son régulateur de vitesse adaptatif qui est vraiment pas mal. Et à mon avis, l'autopilote, malheureusement, que j'ai pas pu tester, qui doit être tout aussi excellent, je pense. Dans le sens où quand vous faites des dépassements, la voiture ne va pas attendre d'accélérer, une fois que vous êtes dans la voie, elle va vraiment commencer et anticiper, etc. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et je pense que c'est les mêmes fonctionnalités qui doivent être utilisées pour l'autopilote que je n'ai pas pu tester. Et donc tout ça combiné, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas mal du tout au niveau on va dire de la conduite autonome, hein, semi-autonome. Donc ça, vraiment bon point positif aussi. Je pense que Renault a bien travaillé de ce côté. Et dernier point positif, mais qui va aller avec le Google Automotive, c'est le planificateur, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment excellent avec le choix des bornes, etc. Mais c'est surtout aussi l'estimation du pourcentage à l'arrivée, alors qu'en plus on peut régler, ça c'est bien, ça c'est pas mal, qui est assez pessimiste. Alors du coup, vous allez me dire, oui, pessimiste, mais justement, vaut mieux avoir une voiture qui est plutôt pessimiste sur ses chiffres que optimiste, puisque là, honnêtement, avec le parcours que j'ai réalisé, j'étais toujours très très bon au niveau du pourcentage. Là, par exemple, je suis parti ce matin assez tôt, hein, la voiture a dormi dehors, il faisait 5 degrés quand je suis parti, donc batterie froide, etc. J'ai mis le planificateur en route, elle m'estimait une arrivée avec seulement 13%, et là ça fait plus d'une heure que je roule et maintenant l'autonomie est remontée à 21% à l'arrivée. Donc clairement elle est pessimiste, donc c'est un gros avantage, et peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais bon, vaut mieux toujours trop de pourcents à l'arrivée que pas assez. Le seul bémol qui va se poser, c'est que on pourrait mieux optimiser, on va dire, ses arrêts recharge. Là, on pourrait penser qu'on va arriver tout juste et donc du coup pouvoir prendre la pleine puissance sur la charge, mais au final, on aura limite un peu trop de pourcents. Et dernier point positif que je peux lui donner, c'est le confort de conduite qui est
qui est pas mal hein, au niveau de la suspension, etc. Alors c'est un véhicule confort, attention, hein, il n'y a rien de sportif là-dedans. Même le mode sport qui est au niveau des réglages de conduite, à part durcir un peu le volant, vous ne verrez pas beaucoup la différence. Voilà, c'est correct, c'est pas trop mal. Je m'attendais un petit peu mieux par contre au niveau des sièges. Mais niveau suspension, confort de conduite avec les jantes 19, etc., ça lui va très très bien. Donc voilà pour les côtés positifs du véhicule. Maintenant, on va passer au point négatif. Alors, premier point négatif, et ça va en découler de tout ça, c'est son tarif qui est pour moi beaucoup trop élevé par rapport à son équipement de série au niveau de cette finition pour la grande autonomie. Je vous le rappelle, on est autour des 48 000 € bonus déduits. À ce prix-là, je vais le comparer au modèle Y propulsion grande autonomie qui est même limite un petit peu moins cher de mémoire. Alors, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, bien évidemment. Et pour moi, il y a trop d'équipements manquants dans ce tarif du véhicule. Il va nous manquer énormément de choses, notamment les sièges électriques. Ça paraît bête, mais clairement à ce niveau de prix, on veut au moins avoir des réglages de sièges électriques. C'est pas le cas, mais aucun. Hein, je veux dire, il n'y a même pas de, on peut pas avancer son siège électriquement. Tout est en manuel. On n'a pas de lombaire non plus. Donc clairement, quand on commence à faire des longs trajets, puisque c'est quand même un véhicule qui est assez imposant, qui est fait pour avaler les kilomètres, puisque elle a une grosse batterie et en termes de consommation, on n'est pas trop mal, c'est pas la meilleure, mais ça reste très correct. Donc on peut avaler quand même les kilomètres, on peut faire quasiment, même facilement, je pense, les 400 km sur autoroute, clairement. Et donc bah, ça fait entre 3 et 4 heures de route. Si on n'a pas envie de s'arrêter toutes les 2 heures comme c'est préconisé normalement, eh bien on a envie d'avoir des sièges quand même confort. Là, clairement, c'est pas les meilleurs que j'ai pu tester dans tous les véhicules que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Deuxième chose, pas d'autopilote. Ça, clairement, je ne comprends pas. Pour moi, c'est pareil. Quand on a le deuxième niveau de finition sur un véhicule à 48 000 €, on devrait avoir au moins la conduite assistée de niveau 1 ou niveau 2, comme chez Tesla. Pas le AP, hein, mais vraiment le basique avec le maintien de voie au centre et pas le maintien de voie ping-pong hein, qui vous empêche juste de dépasser des lignes. Enfin, ça, c'est un peu dommage de ce côté. Donc clairement, il manque beaucoup d'équipements pour moi et je trouve ça vraiment dommage. Si le véhicule avait été entre, on va dire, 5 et 10 000 € moins cher, j'aurais pu comprendre. Mais là, clairement, pour moi, c'est pas possible. Deuxième gros point négatif que je peux lui donner, c'est la caméra de recul qui est vraiment pour moi, je trouve que c'est pas normal d'avoir une caméra aussi peu lisible, qui a vraiment une résolution de très mauvaise qualité. Vraiment, je n'exagère pas, je vous ai montré en image, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à retranscrire. Mais clairement, on a l'impression d'être avec une webcam de première génération qu'on pouvait avoir sur les premiers PC. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas normal. En lien avec le prix du véhicule, on se doit d'avoir une caméra de recul de qualité. Alors certes, on n'a pas les caméras 360 degrés. Alors oui, parce qu'on n'a pas le niveau de finition le plus élevé. Mais on aurait dû au moins avoir une qualité de la caméra arrière respectable. Et là, clairement, c'est pas le cas. Donc clairement, elle fera le travail. Hein, ça va dépanner pour vous faire vos manœuvres, etc. Ça sera suffisant. Puisqu'en plus, vous avez les bips de recul avant-arrière. Donc heureusement, j'ai envie de dire. Mais non, ouais, pour une caméra comme ça, à un niveau de prix aussi élevé dans un véhicule comme celui-ci, c'est pas excusable. Alors pas de siège chauffant, pas de volant chauffant non plus, ni à l'avant ni à l'arrière. C'est un peu dommage aussi, hein, quand on voit que la concurrence possède généralement cette option quasiment de base. Alors, toujours pareil, à ce niveau de prix, je vais vraiment me répéter sur ce côté-là, mais pour moi c'est indispensable de le signaler. Donc voilà. Donc quand on met tout ça bout à bout, ça commence à faire beaucoup d'équipements manquants pour un véhicule qui coûte 48 000 €. Voilà plus ou moins pour les points négatifs. Après, il y en a d'autres petits, mais qu'on peut retrouver chez les concurrents également. Donc, je pense par exemple de temps en temps au petit freinage fantôme que j'ai pu avoir sur l'allée. Et en début de vidéo, j'en ai parlé. J'ai dit que c'était des ralentissements. Mais là, sur mon trajet retour, j'ai eu vraiment des freinages fantômes. Pas trop violents, ça va. C'est pas trop méchant. Sur 900 km que j'ai parcouru avec le véhicule, j'en ai pas eu tant que ça. Et ils sont arrivés régulièrement quand j'étais sur autoroute, principalement quand je doublais par exemple des poids lourds. Donc ça, je lui en tiens pas rigueur, puisque j'en ai eu également chez BYD, dans la Tesla, mais aussi par exemple chez Xpeng avec le G9. Donc si on peut faire un bilan du véhicule,
clairement, c'est un bon véhicule, on ne peut pas le nier. Elle se conduit très très bien, elle est quand même relativement confort. Niveau consommation de ce Scénic E-Tech, bah, franchement, j'ai été plutôt agréablement surpris. Je me suis retrouvé avec des consommations assez correctes. Sur les routes, je dirais départementales, nationales, autour des 80 km/h avec des parties mixtes de ville. J'étais autour des 17,5 kWh au 100. Alors c'est un peu plus élevé que la moyenne, mais j'étais dans un contexte où il faisait quand même assez froid. Le véhicule dormait dehors, donc batterie froide à chaque fois que je partais travailler. J'étais autour des 5-6 degrés. Donc je trouve que c'est correct dans, on va dire, les conditions de route que j'ai pu avoir. Et sur autoroute, bah, honnêtement, ça reste aussi correct, hein. Clairement, j'étais autour d'une moyenne de 21,4, 21,5 kWh au 100. Voilà, en roulant bien à 130 à chaque fois. Donc clairement, je trouve que c'est correct. C'est pas la meilleure, c'est certain, mais clairement, je trouve qu'elle se défend plutôt bien, même face à certaines berlines qui consomment plus. On a quand même pas mal d'équipements, hein, des ports USB un petit peu partout, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc Renault a bien pensé aussi bien pour les conducteurs que les passagers. On retrouve des éléments très intéressants, les portes gobelets à l'arrière où on peut mettre son smartphone pour les enfants, tout ça. C'est vraiment des petites idées qui sont géniales, mais c'est un peu au détriment des équipements, j'ai envie de dire, qu'on retrouve maintenant de base chez les concurrents. Et à ce niveau de prix, pour moi, c'est pas excusable. Donc le look est vraiment génial de ce véhicule. Moi personnellement j'adore l'aspect extérieur, même l'intérieur, la grande tablette verticale qui fait vraiment le job. De ce côté-là c'est cool. On a un tableau de bord ici derrière le volant avec les informations qui sont suffisantes de ce qu'on a besoin. On retrouve même le GPS au centre. Clairement de ce côté c'est un gros point positif. Mais c'est pour moi un véhicule trop cher malheureusement. Donc c'est vraiment dommage parce qu'à ce niveau de tarif, le Scénic pour moi va vraiment avoir du mal à être un vrai concurrent des modèles Y par exemple, surtout le propulsion grande autonomie qui est commercialisé maintenant depuis plusieurs mois et qui voilà, va vraiment lui donner du mal quand on voit le niveau d'équipement, même de finition qui est maintenant quasi excellent hein, chez Tesla et qui est très très bien équipé. Donc clairement, si on est assez gadget et qu'on est tatillon sur tout ce qui est équipement de série sur son véhicule, eh bien, le Scénic va avoir un peu de mal. Après, si on adore l'aspect esthétique du véhicule, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que les équipements que je viens de citer ne sont pas indispensables pour vous, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Avec une autonomie comme celle-ci, c'est vraiment excellent. Vous allez pouvoir avaler les kilomètres. La consommation reste quand même très contenue, je trouve, pour ce Scénic. Et donc du coup, ça lui fait quand même une sacrée force de ce côté. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Renault encore une fois de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté ce véhicule pendant une semaine. J'ai bien pu le prendre en main et avoir vraiment un vrai ressenti, un vrai test du véhicule. C'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir les véhicules au moins une semaine parce que c'est vrai que c'est là qu'on se fait son vrai avis, puisque parfois on a un coup de cœur au début quand on teste sur les premières heures le véhicule et puis plusieurs jours plus tard on arrive à se rendre compte des petits défauts ou au contraire des petites astuces qu'on n'a pas forcément vues au début et qu'on apprécie après. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner. Vous savez, vous connaissez la chanson. C'est grâce à vous hein, et à vos abonnements, vos likes, etc. Que je peux tester ce genre de véhicule et ça c'est cool. Si vous êtes intéressé aussi par des Tesla ou alors des bornes de recharge, etc. parce que vous n'avez pas forcément de Tesla mais vous avez déjà un véhicule électrique et que vous cherchez une solution pour vous recharger, eh bien, n'hésitez pas à aller voir en description, hein. Il y a des codes promo pour par exemple des bornes de recharge comme la V2C qui est très pratique, qui peut vous permettre de faire du délestage mais aussi de la recharge avec du routage solaire si vous avez des panneaux solaires chez vous. Donc c'est vraiment très pratique. Je vous invite à aller voir en description. Voilà, moi c'était Majin Cyril. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.